Bonjour Michael, nous sommes le 13 avril 2025. Regardez-moi ce VIX, c'est magnifique. C'est le paradis pour les vendeurs de volatilité que nous sommes. Écoutez, on ne pouvait pas demander mieux pour commencer l'année. Donc, merci Donald. Donc, du coup, un peu en hommage et en remerciement à Donald Trump, j'ai mis une casquette. Alors, c'est pas une casquette de soutien à Donald Trump, mais c'est une casquette parodique, puisque vous pouvez lire que c'est marqué Make Volatility Great Again. Donc, écoutez, on est tout à fait dans l'optique d'une meilleure volatilité qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, puisque si vous regardez, donc là, je me suis mis en weekly sur le VIX, vous voyez bien que on était quand même plus proche des 15-20 depuis pas mal de temps, depuis quasiment 2023. On a eu 2-3 pics de volatilité début 2023, on est monté à 30, hein, c'était au mois de mars-avril. Et puis après, on était entre les 20, les 15, les 12 parfois, enfin, oui, c'est ça, les 12, oui. On a vu un accident de volatilité, donc le 5 août dernier, où on avait bien profité de cet excès de volatilité. Et puis là, effectivement, sur les 2 dernières semaines, on était entre les 20, les 30, donc on avait déjà commencé à prendre un petit peu de position. Et badaboum, le VIX s'est envolé. Nous sommes montés à quasiment 45 la première semaine. Nous avons ouvert à 60 lundi dernier pour redescendre également en dessous des 40 à 37,55. Je pense que demain, la volatilité risque de baisser un petit peu, puisque si je regarde les futurs pour l'ouverture de demain matin, pour l'instant, on est à plus 0,75. Donc ça a l'air de se calmer quand même sur le marché. On ira faire un petit tour sur le S&P 500 juste après. Mais vous voyez que nous, c'est le genre d'opportunité qu'on attend. Je vous montrerai également les résultats du portefeuille, puisque certains m'ont dit, bah oui, mais comment ça se passe quand il y a une chute comme ça des marchés, quand il y a un crack. Alors on n'est pas tout à fait sur un crack boursier, puisqu'un crack boursier c'est 20%. On en est loin, on a une très très belle correction qui était attendue, je vous en ai parlé pendant des mois et des mois. On savait qu'elle allait arriver quand, écoutez, on est en plein dedans et on en profite allègrement. Donc au niveau du VIX, pour l'instant, tout se passe bien. Je suis un petit peu frustré puisqu'on avait commencé à prendre quelques positions il y a à peu près 5-6 semaines avec le recul du peu de volatilité qu'on avait eu depuis pas mal de mois. On s'attendait à une baisse des marchés, mais je ne m'attendais pas effectivement à un VIX de 40, 50, voire 60. Et là, c'est bien dommage d'être un petit peu bloqué par nos systèmes de sécurité qu'on a mis en place en termes de gestion du risque. Puisque pour ceux qui avaient, pour ceux de notre formation qui avaient été très prudents et très sécures, qui avaient gardé beaucoup de cash, là je vous raconte pas, c'est un régal complet. Tout le monde s'éclate au niveau de la bourse sans stress. Sauf ceux qui, malheureusement, ne respectent pas les paramètres qu'on leur demande de mettre en place, qui pensent que, voilà, ils ont peut-être trouvé la nouvelle martingale et en faisant des combinaisons de stratégies, etc., des choses que même nous, on n'essaye même pas, puisqu'on sait que le problème, c'est que quand vous avez face à un signe noir de ce type, enfin, c'est pas vraiment un signe noir, mais là, on a quand même une très belle correction. Ça peut mettre à mal vos portefeuilles et je sais que malheureusement certains de nos membres qui ne nous ont pas écoutés ont dû couper des positions dans l'émotion alors que s'ils nous avaient contacté pour faire le point clairement, on leur a dit qu'il n'y avait pas raison de couper particulièrement, il y avait encore de la marge, etc. Voilà, donc sachez que si vous nous rejoignez pour une formation option, vous aurez de toute façon un backup avec donc José, Philippe et moi-même, où on regarde factuellement les choses et on n'est pas dans l'émotion. On a appris à gérer ça, puisqu'on a eu, de par le passé aussi, affaire à des moments de volatilité relativement importants, mais on a appris de ces moments-là, et aujourd'hui on est complètement là pour vous aider, justement, dans ces moments précis. En parlant de formation, nous avons fait un webinaire ce matin, que je vais travailler juste après ce billet pour faire le montage, qui sera disponible, où on a repris donc, quelques slides de webinaire habituels, et José et Philippe vous ont fait une démonstration de ce qu'on peut vous proposer pendant les formations options. Donc à regarder, très intéressant. Et puis si vraiment ça vous intéresse, écoutez, vous nous rejoindrez, puisque là, la prochaine formation, c'est du 26 au 29 avril, c'est-à-dire dans 15 jours, on sera dedans. Dans 15 jours, on sera le dimanche soir, donc le 27, et c'est là où on a un petit peu pas mal au crâne, puisque c'est vrai que les 2 premiers jours sont basés sur la théorie, et voilà, il y a des choses à apprendre, donc voilà, il faut que ça rentre, voilà, tout simplement. Mais on fait pour que les choses soient simples, et que ça soit relativement facile à appréhender. Voilà, donc je vais maintenant commencer cette analyse sur le marché américain. Alors je vais aller assez vite parce que
Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire. On ne sait pas trop où ça va aller. C'est vrai qu'on est très dépendant des tweets et des annonces de Monsieur Trump, qui peut, voilà, du jour au lendemain, faire monter ou baisser les marchés de plusieurs pourcents. Vous voyez qu'actuellement, donc sur les marchés aujourd'hui, au niveau du S&P 500, par rapport au plus haut, on a fait une baisse. Donc là, je suis en weekly. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué, on a fait une baisse à moins 21%. Mais actuellement, on est en clôture ici à moins 12%. Donc, on a frôlé effectivement la catastrophe. Si on avait clôturé en dessous des 4800, effectivement, on pourrait parler de crack, donc avec 20% de baisse. Pour l'instant, on a effectivement été touché ici les 4840, mais on a clôturé vendredi avec une très belle journée à 5360. Et vous voyez qu'au niveau de la moyenne mobile à 200 semaines, ben, elle joue quand même pas mal son rôle. Donc parfois on peut venir la percer ici, comme en 2020, vous vous souvenez très bien pourquoi, mais on est venu ici la toucher en 2022, on est venu la frôler ici début 2023, fin 2023, et là on est, pareil, on est venu la frôler ici. Donc est-ce que la moyenne mobile à 200 semaines va tenir son rôle de rempart pour repartir après la hausse? De toute façon, cette baisse était quasiment annoncée. Quand vous voyez effectivement plus 50% de hausse depuis octobre 2023, donc sur un an et demi on a fait plus de 50% de hausse, quasiment non-stop. Il était tout à fait normal qu'on corrige. On vous avait prévenu, donc, et on a corrigé. Maintenant, est-ce que la correction va continuer ou est-ce que elle est terminée, on va repartir maintenant chercher des plus hauts? Il y a deux théories qui s'affrontent. Voilà, donc il y a une théorie qui dit que voilà, on a fait une petite purge normale et qu'on va aller chercher les plus hauts pour la fin 2025 avec du 6400 voire du 6500 sur le S&P 500. Pour l'instant, écoutez, moi je ne sais absolument pas où sera le S&P 500 dans 3 ou 4 mois. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que vu le comportement de Monsieur Trump aux affaires, je pense que de toute façon, nous, on va avoir de la volatilité qui va être, je pense, voilà, entre les 20, 30, 40, peut-être parfois avec des petits pics. Donc on va attendre ça sagement, et moi, que le marché monte, que le marché baisse ou que le marché stagne, c'est pas trop mon problème. Moi, je suis là pour vendre de la volatilité et on va essayer de la vendre au meilleur moment, dans les meilleures conditions. Donc, que le marché monte, je suis content. Si le marché baisse, je suis content. Et s'il reste à 5300, je suis également content. Vive les options. Donc, si effectivement on devait casser cette zone ici des 4680, parce que voilà, la chinois, Trump, etc., enfin, ça commence à se chatouiller un peu plus sévèrement. Si on devait casser la zone ici des 4775, donc qui correspond ici, vous voyez, à cette ligne de tendance, je vais vous la dessiner en direct live. Vous voyez, c'est très compliqué le trading et l'analyse graphique. Donc ici on a une belle ligne de tendance autour des 4800, 4795. Si on devait casser ça, en fermeture hebdo notamment, là il y aurait moyen d'aller chercher les 4000. Voilà, ça fait encore une baisse importante, et là on pourrait aller chercher les 30%, enfin quasiment 33% de baisse. Là on aurait une correction, là on pourrait parler de crack au niveau boursier, et voilà. Mais je pense que les tensions vont se calmer et qu'on risque peut-être de naviguer effectivement entre les 4800, les 6000, peut-être monter un petit peu, redescendre. Mais je pense qu'effectivement cette année, on va avoir de la volatilité, et pour nous, ça va être juste le bonheur. Au niveau du QQQ, donc là, une baisse relativement importante, puisqu'on a été quand même tapé les moins 26% au plus bas. Aujourd'hui, nous clôturons à moins 15-16%, ouais, 16%, 16,25%. On a toujours cette 200 qui vient préserver ici les cours à la baisse. Donc pour l'instant, ça joue son rôle. Et là, pareil, si on vient couper les 400 à la baisse en clôture hebdomadaire, qui est donc une convergence de support entre cette ligne horizontale et également la 200 semaines. Et là, on pourrait aller chercher les 350 et puis ensuite les 200, enfin les 300 et les 250. Voilà, donc à voir. Pour l'instant, bien malin celui qui vous dira si on sera à 350 la semaine prochaine ou si on prendra au-dessus des 550. Pour l'instant, écoutez, on va laisser les échéances arriver. La prochaine échéance, donc c'est le 17 avril, donc la semaine prochaine. On a pas mal de contrats qui vont tomber, donc qui sont passés dans le rouge, qui reviennent dans le vert tout doucement avec la remontée des cours et la baisse de volatilité. Au niveau du Dow Jones, bizarrement, vous voyez que la 200 a également joué son rôle. C'est quand même assez bizarre, on l'a sur le S&P 500, sur le QQQ et sur le Dow Jones. On ira voir sur le Russell 2000 juste après. Donc ici, on a bien sûr cassé le canal haussier assez fortement. On a perdu sur le Dow Jones au plus bas
quasiment 19%, et là actuellement on clôture à moins 10%, donc nous ne sommes pas dans un crack boursier, malgré ce que vous pouvez entendre sur les chaînes d'information qui sont à la fois experts en trading, experts en guerre en Ukraine, experts en Covid, etc. Enfin, qui sont experts dans tous les domaines, mais qui ne maîtrisent pas grand-chose, il faut quand même bien le dire. Alors, le Russell 2000, le Russell 2000, lui, par contre, il a cassé la 200. Ok, et puis on voit bien qu'aujourd'hui, la 50 semaines est en train de piquer du nez, donc il ne faudrait pas que effectivement on ait une dead cross qui est le croisement de la 200 pardon, par la 50 à la baisse se mettre en place, puisque là on serait clairement sur un signal baissier. On pourrait aller aisément rechercher cette zone ici, vous voyez, qui est très facilement identifiable au niveau du, voilà, je vais mettre ici, au niveau du Russell 2000 qui serait les 159 $, on va dire. Aujourd'hui on est à 184, donc pas une baisse relativement importante à aller chercher, puisqu'aujourd'hui on a déjà perdu sur le Russell 2000, si je me mets ici, voilà. On a perdu au plus bas 28%, quasiment 30%, et là on clôture à moins 23%. Donc vous voyez que c'est simplement dû à la répartition du panier donc, de cet ETF, puisque vous savez que sur la S&P 500, on a toujours ces 7-8 valeurs qui tirent le marché vers le haut. Et là, par contre, c'est les 2000 sociétés qui ne sont pas dans les S&P 500, mais qui sont dans le Russell 2000. Là, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué pour elles. Donc, si on devait continuer la baisse, on irait chercher les 158. Si on devait casser les 158, le problème, c'est qu'en dessous, il n'y a pas grand-chose. Après, on va retrouver des plus bas de mars 2020 avec l'histoire du Covid à 90. Donc, si on casse les 158, il serait peut-être opportun d'aller jouer la baisse sur cet ETF ou sur les valeurs qui composent le Russell 2000. Vous recherchez celles qui se gamètent le plus et là, vous mettez les probabilités de votre côté. Au niveau des secteurs, donc là, on va s'apercevoir que les secteurs défensifs sont ceux qui ont quand même le moins dérouillé pendant la baisse donc, de ces dernières semaines. On avait perdu ici 16% sur le domaine du healthcare. On est revenu aussi à 13% et vous voyez qu'on est venu prendre appui. Hop, je vais l'éclater, ça sera un peu plus visible. Sur encore la 200 semaines, comme c'est étrange. Donc là, pareil, si on repart la semaine prochaine à la hausse, l'objectif c'est d'aller chercher au moins ici les 147, 148 $ sur l'ETF, donc XLV. Si on casse, là vous avez également ici une belle ligne de tendance, si je vous la redessiner ici, hop, voilà, autour des 119. Alors il y a eu pas mal de belles valeurs au niveau du healthcare qui ont été massacrées, qui ont été décotées. Je pense sincèrement qu'il y a de belles opportunités à aller chercher. Alors ça pour aller vendre des puts, OTM et puis essayer de prendre de la prime avec un VIX élevé, ça commence à payer. Si vous êtes plutôt haussier à terme, pourquoi pas vendre un cash shaker put, c'est-à-dire vendre un put, ce qu'on appelle à la monnaie. Donc si l'action, je ne sais pas, vaut 50 $, vous vendez un put de 50 $. Comme ça, vous augmentez les chances de vous faire assigner. Vous allez avoir les actions à 50 $ et vous allez encaisser une prime pour ça, ce qui va réduire votre PRU au niveau de l'achat de vos actions. Donc ça, c'est une méthode. Ou alors après, vous pouvez simplement chercher la prime en vendant un put un peu plus OTM. Mais bon, là, il faut calculer certaines choses. Au niveau des prises de position, ça va dépendre de votre portefeuille, de votre aversion au risque. Combien de contrats je vais pouvoir prendre? Écoutez, tout ça, on vous l'apprend dans la formation option. Donc, XLU, le domaine des utilities. Donc là, on est clairement dans un secteur défensif qui a perdu 13% au plus bas, qui aujourd'hui ne perd que 6,70%, on va dire 7%. Donc au niveau donc, du plus haut, de l'ancien plus haut historique, excusez-moi. Pour l'instant, on n'a pas été chercher la 200 semaines, donc là, on est clairement sur du secteur défensif qui joue très très bien son rôle. Si vous avez un petit peu de crainte sur l'avenir du marché à très court terme, ça peut être un secteur où il est possible de placer quelques fonds pour éviter effectivement des baisses importantes, que cela joue sur vos émotions et malheureusement vous fasse appuyer sur le bouton au mauvais moment, puisque bien souvent on appuie au plus bas, ça c'est une règle. Le jour où vous vendez, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, moi ça m'est arrivé plusieurs fois et je pense que vous également, dès qu'on appuie sur le bouton vente, comme par magie, les cours remontent. Voilà, donc avec ce genre de fonds comme les utilities, vous allez réduire votre peur, puisque vous ne verrez pas les valeurs baisser de 30, 40, 50%. Donc vous allez maîtriser un peu vos émotions. Et ça peut être une bonne idée d'aller se positionner sur les utilities, puisque vous voyez que ça ne déguste pas autant que certaines valeurs, comme on verra après XLK. Pour l'instant, je vous propose donc XLP, autre valeur défensive, ce qu'on appelle les consumer staples.
Donc très belle semaine ici, vous voyez, donc cette semaine-là. On a perdu par rapport au plus haut, on a perdu au plus bas à peine 10%. Et là, vous voyez que là, on est en train de perdre par rapport à l'ancien plus haut 4,19%. Donc on est clairement... Donc c'est pour ça qu'il faut identifier les différents secteurs. Est-ce qu'on est sur des secteurs de croissance, sur des secteurs défensifs? Puisque quand vous avez affaire à ce genre d'événement de marché, bah, il vaut mieux aller sur du défensif que sur des valeurs de croissance. Ça, on vous l'apprend aussi dans la formation. XLK, wouh! Alors, là, clairement, XLK. Alors, je ne sais pas si vous avez marqué un point commun entre tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que, eh ben, la 200 semaines a bien joué son rôle. Voilà, regardez un peu comme c'est magnifique, la 200 semaines, voilà, ça sert de support, ça tient bien la route. On a eu moins 30%, donc là, effectivement, on aurait pu avoir un crash, enfin, on aurait pu qualifier cette baisse de crash si on était resté en dessous des 170, ce qui n'est pas le cas. On est remonté très fortement en fin de semaine autour des quasiment 200, 198, 35. Et actuellement, nous sommes en train de perdre, au niveau des valeurs technologiques, moins 18%. Il y avait clairement des choses à faire sur les valeurs technologiques. Il fallait surveiller ça un peu comme les sur le feu, puisque après une hausse de certaines valeurs de 50, 100, 150%, hein, chez notamment référence à NVDA, elles ont pris une correction dans la tronche, excusez-moi l'expression, mais on en est là. Il y avait des choses à faire, donc bah, moi j'ai vendu quelques puts relativement sympas sur NVDA, légèrement OTM, puisque bon, je pense qu'au niveau de la baisse, voilà. Alors, j'ai vendu des puts très peu d'OTM et assez court terme pour pouvoir jouer le rebond. Et bah, dès que la valeur remonte, bah, c'est clair que là la prime prend tout de suite de la valeur, donc c'est assez lucratif. Après, si vous voulez vendre des puts à un peu plus long terme, à ce moment-là, il faut peut-être chercher des strikes un peu plus OTM, sur des échéances un petit peu plus lointaines. Mais là, toujours, prendre des puts sur NVDA, ça va également dépendre de votre portefeuille. Il est clair que si vous avez 30 000 $ de capital aujourd'hui pour trader les options, s'il vous plaît, n'allez pas trader du NVDA. On ne vend pas n'importe quel put à n'importe quel strike en fonction du portefeuille. Si vous avez 500 000 $, allez faire du NVDA, il n'y a absolument aucun problème. Mais si vous avez un portefeuille inférieur à 50 000 $, je vous déconseille quand même d'aller faire de la vente de puts sur des valeurs comme NVDA, qui sont quand même très très volatiles et qui en plus vous demandent beaucoup de marge. Au niveau des financières, donc là on a dégusté moyennement, hein, moins 20% quand même, hein, tranquillou. Donc certaines valeurs se sont fait bien démonter, notamment Interactive Brokers. Donc je crois que c'est IBKR, IBKR, voilà c'est ça. Donc il s'est bien fait démonter depuis quelques temps. Là en termes d'opportunité, à mon avis, il y a quelque chose à faire, puisque une valeur qui était quand même à 236 $ au plus haut. Voilà, donc j'en avais quelques-unes que j'ai revendues dès que j'ai vu j'ai dû les revendre autour des 215, 220 je crois, parce qu'elles étaient très très fortement montées. Bon, j'ai assuré un petit bénéfice, donc là je suis très content de ne plus être dedans. Mais là j'avoue que je vais commencer à m'y intéresser, puisque là on est venu rebondir ici sur cette ligne de tendance autour des 129, 130 $. On est venu clôturer au-dessus de la 50. On est toujours sur une tendance haussière. Au niveau du RSI MACD, on serait plutôt en tendance de retournement. Donc je vais m'intéresser à Interactive Brokers. Donc là plutôt avec mon compte perso, où là je risque d'aller vendre à mon avis un put assez rapidement. Et pourquoi pas me constituer une petite ligne sympa. En plus ça distribue du dividende. Ça distribue 25 cents par action. C'est pas énorme, mais ça reste du dividende. Et puis là, avec la volatilité soudaine qu'on a eue, ça a augmenté la volatilité implicite, ce qui fait qu'on peut tirer des primes sympas aussi bien à la vente de put qu'à la vente de call. Justement, José vous a expliqué dans le webinaire qu'on a fait aujourd'hui comment tirer avantage des positions que l'on a en portefeuille avec de la vente de call. Il vous a fait deux exemples avec Microsoft et MO notamment. Et vous allez voir que les gains sont quand même assez substantiels. Donc ça peut être une possibilité de mettre en place des stratégies rémunératrices avec les options. Donc XLF, donc je vais revenir sur le secteur avec XLY, les Consumer Discretionary. Donc là, pareil, on a bien pris la gamelle puisqu'on est descendu à quasiment moins 28% et on est venu prendre appui sur la 200 semaines. Vous allez me dire que je radote. Oui, c'est sûrement l'âge. Alors ici, on est actuellement à moins 21%, donc quand même un secteur qui a bien dégusté. Et oui, on n'est pas sur un secteur défensif. Il est clair que quand la panique commence à prendre les marchés, ce n'est pas sur ce genre de secteur et de valeur que les investisseurs vont chercher de la performance.
Maintenant, celui qui est malin a peut-être pris des positions autour des 172, qui était quand même une zone ici de support. Ouais, donc les supports ont quand même très très bien fonctionné dans cette correction tout à fait salvatrice. Donc on a pris quelques belles positions au niveau des ventes de put. On va laisser maintenant donc, le temps s'écouler puisque le temps travaille pour vous quand vous êtes vendeur de put, ce qu'on appelle en θ positif. Et là on va laisser tranquillement le marché se calmer, récupérer de la marge avec les échéances qui vont arriver. Et puis côté on reprendra des positions et je vous ferai un petit point sur le portefeuille juste après en performance et en valeur. Et vous verrez que à mon avis l'année 2025 risque d'être excellente pour nous. Le domaine des materials, là, alors, au niveau des materials, on avait ici un plus historique à 97, on est descendu, il l'a pas pris, je vais le reprendre, voilà, mon petit accessoire. On a fait une baisse à moins 25%, et là, on est venu clôturer à quasiment 17% de baisse. Là, par contre, ce qui me plaît pas trop au niveau des materials, c'est que là, on est venu, pour la deuxième semaine, clôturer sous la 200 semaines. On voit bien que la 50 semaines est également en phase baissière. À mon avis, c'est plus un secteur à aller shorter que de rechercher la performance pour l'instant. On a quand même, le point positif, c'est qu'on a quand même pris un rebond sur la ligne des 72-73 $. Donc cette belle ligne tendance que je vous ai dessinée en noir ici, en plein milieu de l'écran. Bien sûr, on a cassé la tendance haussière, ça c'est logique. Donc, à voir, à surveiller, mais vous avez vu que par rapport à différents secteurs, à mon avis, il y a plus de choses à faire sur d'autres secteurs que de venir pour l'instant sur les materials, puisqu'on est quand même toujours en configuration baissière concernant ce ETF. Au niveau industriel, par rapport au plus haut, on s'est mangé à un moins 20%, et là actuellement, on est en train de clôturer à moins 12%, donc belle correction. On n'est pas venu chercher ici la ligne, donc une convergence de support autour des 105 $ qui était avec cette ligne de support horizontale et la 200 semaines ici. On aurait pu venir chercher, donc c'est vrai que si on était venu ici taper les 106, là il y avait clairement des opportunités à rentrer. Il faut surveiller comme ça les opportunités qui se présentent. On aurait très bien pu aussi effectivement venir taper les 105 et puis aller chercher en dessous les 97, etc. Mais si vous recherchez des valeurs qui tiennent la route dans le domaine XLI, vous avez de très très belles valeurs au niveau industriel qui ont très bien corrigé, qui ont pris appui sur des supports et qui là sont très bien remontés. Donc voilà, il faut faire un petit travail de recherche au niveau des sous-jacents qu'on vous apprend également dans la formation. Je suis désolé de me répéter, mais c'est tout à fait le cas. Donc tout ça, on vous l'apprend dans la formation. Donc là, je peux vous assurer que les personnes qui vont venir donc dans 15 jours, donc du 23 au 26, je pense qu'on va se régaler puisque l'année va être, à mon avis, assez volatile, au moins jusqu'à l'été, je pense. Ça ne va pas se calmer avant l'été. Et côté là, pour une mise en bouche sur le trading des options, on va vraiment se faire plaisir. Le domaine énergétique, là, on a pris, pareil, une belle baisse. Bon, qui n'est pas énorme, enfin pas énorme. On a quand même mangé à moins 20%. On a pris appui sur la 200 semaines, comme c'est étrange. On n'est pas venu, donc on aurait pu descendre un petit peu plus bas ici avec cette convergence. On aurait pu avoir une convergence ici entre les 74, 72, ça fait que 2 $ aussi. Voilà, on n'est pas non plus au cents près. Mais vous voyez qu'on avait ici une zone de support entre les 71 et 74, voilà, à 2 $. On a pris support sur la 200 semaines. Bien sûr, grosse baisse. Alors, on avait pris pas mal de positions put. Je regarde un petit peu ma vente de put ici. On avait pris pas mal de positions sur Oxy, sur VLO. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du SLB aussi. Du NOG, donc on a quelques valeurs en put qui bien sûr ont baissé fortement puisque le VIX est monté, le Vega et le Gamma ont fait leur travail d'effet ciseau qu'on vous apprend dans la formation, je suis désolé, mais c'est vrai. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, au niveau du portefeuille, le portefeuille a fortement baissé, ce qu'on appelle la VNL, la valeur liquidative nette. Ça ne met absolument pas en péril le portefeuille, simplement on a une perte latente actuelle. Et vu qu'on avait pas mal de put sur les valeurs énergétiques, le portefeuille a quand même pas mal baissé, mais là il suffit que ça remonte un petit peu la semaine prochaine et on a beaucoup de puts qui vont repasser dans le vert et avec une VNL qui va repartir à la hausse. Donc pour l'instant, au niveau de l'énergie, si vous êtes bien liquide, si vous n'avez pas trop tapé dans la marge,
À mon avis, il y a des belles choses à faire au niveau énergétique, sur des valeurs pétrolières notamment, puisque donc là au niveau du CL1, alors je sais plus où est-ce que j'ai ça, je crois que c'est dans indice 2, le CL1. Ah non, à moins que ça soit dans indice, tout en bas, voilà, ici. Donc là, on a cassé la barre des 65, on est autour des 60 dollars. Clairement, si les Américains veulent rester numéro 1 mondial en termes de production, il va falloir qu'on remonte un petit peu les prix, puisque on a un prix de revient au niveau du gage de schiste qui doit être autour des 55-60 dollars, ce qui veut dire que si on reste en dessous des 60 dollars, on est plus rentable pour aller forer du pétrole. Donc de toute façon, je pense pas que les prix vont rester à ce niveau-là très très longtemps. Sauf s'il y a récession. Je pense qu'il y aura une récession au niveau des États-Unis, puisque c'est ce que veut Donald Trump pour baisser les taux d'intérêt. Maintenant, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'effectivement, vous voyez qu'en weekly, on a cassé donc la 200 avec la 50. Donc, je pense qu'on risque de rester entre les 60 et 70. On risque de faire le yo-yo autour des 65-70. Bon, écoutez, si on reste dans cette zone-là, c'est pas bien grave, puisque nous, au niveau de nos puts, on est quand même encore pas mal OTM par rapport au prix, au prix actuel, on est pas mal OTM sur pas mal de positions. Donc, il faudrait vraiment que ça descende énormément pour qu'on soit mis en difficulté sur la vente de nos puts sur les valeurs pétrolières. J'en étais donc pétrolière, donc XHB, le domaine des home builders. Vous savez bien que je me suis fait avoir donc sur toute la période 2023, parce que j'avais acheté des puts et la valeur n'a pas arrêté de monter, mais je me suis très bien rattrapé avec des ventes à découvert sur des valeurs comme Toll, FND. Je vous les ai mis d'ailleurs dans la dernière analyse. Et vous voyez bien que là, les VAD ont été très profitables. Je pense que la baisse au niveau de Mulder n'est pas finie. Pour l'instant, donc j'ai repris quelques positions. Donc j'avais clôturé des positions que j'ai repris de cette semaine. Pour l'instant, pour être franc avec vous, au niveau des valeurs, donc FND, j'en ai repris 20. Je suis en perte de 76 dollars, moins 5,3%. PHM, j'en avais repris 15 à 90,69. Je suis en moins-value de 58 dollars avec moins 0,42%. Et c'est tout, puisque après j'avais pris du CVNA et j'avais pris du HOG, Harley Davidson. Et j'ai une perte de 37 dollars sur Harley Davidson et de 116 dollars sur CVNA. On pourra aller faire un petit tour après si vous voulez. Voilà, donc j'ai pas pris beaucoup, hein. J'ai pris 5 CVNA, j'ai pris 20 HOG. J'ai pris 20 FND et j'ai pris 15 PHM pour jouer une baisse. Si la baisse devait continuer, ça me ferait une assurance contre la baisse des cours. Donc les home builders, voilà, là ici on est venu taper, je vais enlever ici pour que vous puissiez voir, voilà. Donc on est venu taper ici une zone convergente de support entre les 83, ici une ligne de tendance horizontale, et ici la 200 semaines. Décidément, cette 200 semaines aura sauvé bien des secteurs. XRT, le domaine du retail. Donc là, je n'ai plus rien, j'ai tout largué au niveau du retail. J'ai pas racheté mes positions VAD au meilleur moment, j'ai dû les racheter ici autour des 65. J'aurais pu gratter un petit peu autour des 61. Je m'étais fixé comme objectif les 56. Vu la remontée qu'on a eue, je vais passer en délit. Vu les remontées qu'on avait eues, donc ça c'était mercredi. Voilà, j'ai pas voulu repartir en zone négative et revoir ma zone de VAD en négative, donc j'ai lourdé des positions autour des 65. Je crois que ça devait être ici. Ouais, je m'étais mis un rachat automatique autour des 65. Je suis sorti, on est à 66. Mais je ne désespère pas qu'on puisse repartir à la baisse. Donc je surveille ça, parce que là, si on devait casser la zone des 55-56, vous voyez qu'après, il n'y a plus grand chose à part la zone des 25. Donc là, il y a moyen d'aller chercher pas mal de gains si on devait effectivement casser donc, ici donc le support autour des 55. Si on parle de récession, clairement le retail va manger. Donc ça c'est clair. Donc à surveiller pour aller chercher de la performance avec de la vente à découvert ou de l'achat de put sur le domaine du retail. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller voir du côté des semi-conducteurs. Ça faisait longtemps qu'on ne nous avait pas parlé. Donc semi-conducteurs. Donc là, hop, on a pris un moins 40% depuis le plus haut du mois de juillet dernier. On avait une zone de latence ici entre les 240 et les 260. Et là, badaboum, on est descendu au plus bas à 171. Et là, on est revenu ici
à 201 $. Et on est venu frôler ici la 200 semaines comme d'habitude. Alors pour faire un point sur le portefeuille, donc là nous sommes en valeur, donc nous avons démarré l'année avec 90 130 $ et nous sommes à 90 180 $, c'est-à-dire que nous avons gagné 53 $ depuis le début de l'année. Vous voyez qu'on est monté à 100 000 $, donc c'était avant la baisse. Le portefeuille est redescendu autour des 76-77, donc une baisse de quasiment 25% sur le portefeuille. Alors c'est tout à fait normal, pas d'inquiétude, on ne panique pas quand on perd 25% puisque c'est simplement dû à la valeur liquidative nette. Donc c'est ce que je vous expliquais également au niveau des options, c'est-à-dire que quand le VIX monte et que les sous-jacents baissent, on a les effets naturels du Vega et du Gamma qui rentrent en ligne de mire, et là ça vous fait perdre beaucoup de valeur liquidative nette. Simplement, si vous respectez les paramètres qu'on vous apprend dans la formation, vous verrez qu'il n'y a pas de raison de paniquer plus que ça. Ça fait partie du jeu. On n'a pas attaqué la marge, on ne s'est pas mis en danger. Le portefeuille baisse, c'est tout à fait logique. Vous voyez qu'il est remonté quasiment, je crois que c'est lundi, on était passé de 76 à 95. Donc je crois que j'ai dû faire ma plus grosse plus-value journalière avec quasiment 20 000 $ de gains en une seule journée. On est remonté aux 95. On est redescendu autour des 86 pour stabiliser à 90. Il suffit simplement que le VIX baisse dès lundi et que les cours remontent un peu et on va très vite revoir les 95 et les 100. Et bien sûr, après, une fois que le VIX se sera stabilisé et que les échéances vont arriver et qu'on aura attendu que les échéances arrivent à échéance, vous verrez qu'on va très largement repartir autour des 100 000 $. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, on avait dit qu'on irait voir un peu CVNA et HOG. Alors CVNA, c'est une valeur qui est très volatile depuis... depuis début de l'année. Vous voyez qu'on a des belles bougies, alors soit c'est sur la semaine toujours, des belles bougies de baisse, de hausse, etc. Donc ça reste très volatile. Donc l'avantage c'est que si vous voulez faire des options là-dessus, vous avez la volatilité implicite qui monte, donc c'est plutôt avantageux pour notamment les ventes de put ou les ventes de call ou les stratégies créditrices genre credit put spread. Maintenant, n'allez pas me claquer des ventes de put à 200, puisque si effectivement ça devait casser assez fortement, on pourrait très bien retourner autour je suis en weekly 2023, ouais, donc c'est comme une valeur qui revient de la zone des 10 $. Donc voilà, aller vendre des puts sur CVNA en ce moment, moi je trouverais ça assez risqué. Faire de la VAD, pourquoi pas, avec un stop ici autour des 280. Bon, ça fait 82 pertes, vous en prenez 2 ou 3, histoire de se dire, voilà, si je suis prêt à perdre peut-être 200, 300 $, mais je calcule mon risque, plutôt que d'aller vendre des puts ici en se disant, voilà, je vais vendre des puts à 75. Donc déjà, vous n'aurez pas énormément de primes, puisque on est quand même super OTM. Et si effectivement CVNA crash, je crois que le CEO de Carvela n'a pas voulu donner de prévision pour l'année 2025 parce qu'ils ne savent pas. Donc voilà, donc ça ne va pas mettre les marchés en confiance sur cette valeur. Donc si vraiment ça devait cracher, vous voyez qu'on peut retourner aux 2 $. Donc si vous vendez un put 75, vous n'aurez pas beaucoup de primes. Et si vraiment ça crache, vous aurez des valeurs que vous aurez achetées 75 $ qui valent 2 $. Je ne vous raconte pas la moins-value que vous allez prendre dans les dents. Et pour réparer ça, c'est quasiment impossible. Donc CVNA sur de la vente de put, je ne vous conseille pas spécifiquement, mais sur de la VAD, pourquoi pas. Donc qu'est-ce qu'on avait également? Donc Harley Davidson, HOG. Hop, alors Harley Davidson, donc là on est en vente à découvert, je ne vous parle pas d'options, je vous parle de vente à découvert pour l'instant. Mais on peut, parce que là le strike n'est pas très élevé, le prix de sous-jacent est à 22 $, donc si on devait vendre ou acheter des puts là-dessus pour jouer la baisse, ça serait pas des montants hyper élevés pour jouer effectivement la baisse. Pour l'instant, en termes de potentiel, on a entre 5 et 7 $ de baisse. Bon voilà, j'ai voulu la jouer avec des VAD. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui le problème c'est que acheter des puts avec un VIX à 35 ou 40, c'est extrêmement cher. Donc quand vous avez un VIX qui est élevé, c'est pas le moment d'acheter des options. Là, si vraiment vous voulez jouer la baisse, la VAD reste quand même la meilleure solution. On a également donc FND, donc que je joue également à découvert. Donc là, j'avais pris mes bénéfices la semaine dernière et là, je suis revenu, je crois que c'était mardi ou mercredi, je vais repasser en daily, je ne sais plus exactement. Voilà,
Je crois que j'avais revendu quand on avait comblé le gap ici, et là j'ai dû revendre jeudi ou vendredi. Faut que je regarde, mais voilà. 82,51. Ouais, non, j'ai un prix à 71,51 sur FND. Donc 71,51, on est à 75,04, c'est ça. Donc j'ai bien 5,3% de baisse. Enfin de moins-value avec moins 76 $ de moins-value pour l'instant. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le marché. Soyez quand même prudent parce que bah là, avec un VIX qui peut passer de 12 à 35, qui peut monter à 60 et redescendre à 40 le lendemain, bah là il faut avoir le cœur accroché, il faut savoir ce qu'on fait. Il faut savoir également, il faut savoir quand placer les ordres d'option, dans quel sens, avec quelle échéance, combien de contrats vous allez pouvoir prendre en fonction de votre portefeuille. Ben, je me répète, mais tout ça on vous l'apprend dans les formation, voilà, vous avez trouvé tout seul. Ok, donc la semaine prochaine, vous devriez retrouver Philippe. Moi, je serai dans l'avion dès lundi 21, j'arriverai 2-3 jours auparavant sur Paris. Donc bien sûr, le week-end du 25-26, ben, pas d'analyse puisqu'on sera en pleine formation. Si vous voulez nous rejoindre, je vous mets le lien du lien Calendly pour prendre rendez-vous si vous le souhaitez. On se fait un petit rendez-vous de 35-40 minutes. 45, même 1 heure, hein. Ça m'arrive de faire parfois des entretiens d'1 heure avec certains prospects. Et puis ben, là, vous déciderez de voir si cette formation peut répondre à vos besoins ou à vos attentes. Et puis ben, si c'est le cas, on sera très heureux de vous accueillir donc d'ici 15 jours dans notre formation en présentiel qui aura lieu du 26 au 29 avril 2025. Sur ce, trade safe, bonne semaine de trading, ciao, bye bye.